Eh bien, il est 11h30. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de la e-communauté énergie du CNFPT avec aujourd'hui un webinaire sur les OPEX citoyennes. Donc, le mot paraît compliqué, mais vous allez voir qu'en fait, c'est assez simple avec mon collègue d'énergie partagée, Maxime Burgot, et un témoin d'une structure dépendante d'une collectivité pour parler entre pairs. Et avant que je laisse Maxime et Vanessa éventuellement introduire le sujet, je laisse avant tout Emmanuel Poncet vous donner un petit panorama des stages de formation qui sont liés à ce sujet. Et juste avant de lui laisser la parole, je vous adresse aussi, puisqu'il est encore temps, mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Et oui, merci Julien. Et oui, oui, tous nos voeux effectivement pour commencer avec ce webinaire sur les OPEX, sur les questions d'exploitation des installations ENR. Avec, effectivement, je remercie au passage les deux intervenants, donc Maxime et Victor, que Julien présentera certainement. Donc ici, une offre de stage du CNFPT, bon, bien sûr essentiellement ciblée sur les compétences nécessaires pour la mise en place, merci pour le zoom Julien, la mise en place donc des Comment? projets ENR, donc pour balayer toutes les compétences. Je mets aussi dans les commentaires un lien vers l'offre transition écologique du CNFPT, puisque vous le savez, depuis plusieurs années, on a développé quelque chose d'assez important et qui, à mon sens, va rejoindre le sujet du webinaire sur les outils qui peuvent aider à la concertation, à la mobilisation des acteurs, des citoyens. Voilà, donc une quinzaine de sessions sur cet extrait de formation qui sera de l'offre de formation qui sera associée au compte rendu du webinaire avec le replay. Voilà, bon webinaire, merci. Julien, je te rends la parole. Ok, donc je partage justement le support que Maxime et Victor ont eu la gentillesse de préparer pour vous. Et on va attaquer donc ce webinaire sur les OPEX citoyens. Comment un projet d'ENR territorial peut pérenniser une dynamique de participation citoyenne en phase d'exploitation. Et oui, c'est pas le tout de monter un projet de territoire. Après, il est mis en service et nous, on va faire en sorte, enfin, il y a moyen qu'ils ne produisent pas que des électrons, mais qu'ils produisent aussi autre chose. Justement, c'est à cette autre chose qu'on va s'intéresser aujourd'hui avec Maxime et Victor. Est-ce que Vanessa, tu voulais ajouter quelque chose avant d'entrer dans le vif du sujet, du coup? Oui, avec plaisir. Merci, Julien. Un tout petit mot déjà pour vous dire à mon tour bienvenue sur ce webinaire. Et puis pour préciser à tous les participants que vous allez découvrir de nombreuses choses tout aussi intéressantes les unes que les autres. Il faudra simplement patienter peut-être si vous avez besoin d'un petit complément ou vous voulez aller plus loin pour les questionnements, eh bien ce sera dans l'onglet conversation et on dédiera effectivement la fin de ce webinaire à cet échange des questions-réponses. Voilà. Et si toutefois c'est plutôt une question de compréhension, n'hésitez pas, Julien ou moi-même, nous la relayerons durant le webinaire à nos deux intervenants, donc Maxime et Victor. Merci beaucoup pour votre participation et eh bien je vous laisse la main et je disparais. Ok. Ok. Mais merci juste Vanessa, j'ajoute que l'onglet conversation, je ne sais pas si vous l'avez toutes et tous localisé, il est en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à mettre toutes vos remarques en fonction du type de remarque, on se permettra d'interrompre nos deux présentateurs du jour. Je te laisse la parole, Maxime. Ouais, merci beaucoup pour l'introduction, Vanessa et Julien, et bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer un petit peu par introduire ce webinaire avant de laisser Victor prendre la parole pour témoigner et qu'il explique un petit peu les actions qu'il met en place avec sa structure. Donc, pour me présenter rapidement, comme Julien l'a dit, je suis aussi d'énergie partagée. Je m'appelle Maxime Boucaud. Et donc, je suis sur le réseau Énergie partagée Centre Val-de-Loire qui s'occupe d'accompagner les projets
citoyens sur tout le réseau centre. Vous m'entendez bien? Parce que je vois un commentaire sur pas de son. Ouais, moi j'entends, c'est pas terrible, c'est un peu haché, mais il y a des personnes qui n'ont pas le son, mais ça arrive souvent avec Adobe Connect. Ce qu'il faut, c'est se déconnecter et essayer de se reconnecter avec l'appli. Corinne et Morgane. Malheureusement, Adobe Connect est un peu capricieux. Donc, si le son, c'est sûr qu'il fonctionne. Donc, c'est votre connexion, voilà, qui pose problème. Donc, essayez de télécharger l'appli et de revenir dans le webinaire. Sinon, de toute manière, vous aurez accès à un replay si jamais vous n'arriviez pas à nous suivre. Maxime, du coup, je te laisse continuer. Ouais, ok. Bah, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous ne nous entendez pas bien, mais en tout cas, j'espère que ça va aller. Normalement, vous devriez m'entendre correctement. Et donc, comme je disais, ouais, je suis sur le réseau Énergie Partagée Centre-Val de Loire. Et auparavant, j'étais chez Énergie Partagée en stage sur le pôle qu'on appelle Animation Nationale. Et j'ai fait un stage de 6 mois au cours duquel j'ai travaillé sur ce sujet des OPEX citoyens et des actions que les citoyens et acteurs locaux pouvaient mettre en place lors de phase d'exploitation, ce qui a donné finalement lieu à la parution d'un guide énergie partagée. Et donc c'est sur ce guide que s'appuie en grande partie la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un petit peu, ce guide s'inscrit dans le cadre d'un programme européen, Life Let's Go for Climate, qui a été développé en coopération avec plusieurs partenaires, dont la région Centre-Val de Loire, Rescope, Énergie Partagée, l'ADEME et Enedis. Et donc en fait c'est un programme qui vise à faire émerger des initiatives citoyennes autour de la sobriété énergétique et de la production d'énergie renouvelable. Et donc qui passe notamment par une grande démarche de sensibilisation de citoyens et de collectivités sur 16 territoires différents en région centre, avec l'objectif de faire émerger des collectifs qui puissent ensuite être à même de développer des projets d'énergie renouvelable. Et donc ce guide, je l'ai réalisé entre janvier et juin, mais ça a été surtout un travail collectif, avec un suivi et des apports de différents pôles et de différentes personnes d'énergie partagée, que ce soit les gens qui travaillent sur l'investissement, les gens de l'animation nationale. Et le guide s'appuie aussi beaucoup sur des témoignages de différents bénévoles ou salariés qui ont pu travailler à la mise en place d'actions autour d'installations d'énergie renouvelable. Et ça s'appuie aussi sur des ressources qui existaient déjà dans le réseau, que ce soit des articles, des webinaires, etc. Et donc en fait, c'était l'occasion de formaliser à un seul endroit des pratiques qui étaient déjà diffuses et qui existaient dans le réseau. Donc le guide, il est assez court, il fait une quinzaine de pages. Je pense que vous pourrez la voir à la fin de la présentation. Et c'est une sorte de mise en bouche pour donner plusieurs exemples un peu fil rouge qui donnent des idées d'action qui pourraient potentiellement être répliquées. Et donc ça peut être l'occasion pour vous d'aller piocher un petit peu des actions intéressantes et qui vous parlent pour pouvoir mettre en place des actions pédagogiques, des actions de sensibilisation autour de projets d'énergie renouvelable. Et donc ce guide, il évoque différents exemples, avec à chaque fois donc, les liens vers les articles pour en savoir plus et les contacts des gens qui ont travaillé sur les différents exemples qu'on mentionne, pour que vous puissiez vous-même directement les contacter si vous avez des questions complémentaires. Et donc, on aura aussi donc, le témoignage de Victor, comme je disais, qui va pouvoir permettre de revenir plus en profondeur sur les différents programmes d'action qui peuvent être menés autour de l'installation d'énergie renouvelable en particulier. Et en fait, donc l'objectif de ce guide, c'est surtout de recenser et mettre en valeur différentes initiatives qui peuvent être mises en place par des citoyens ou par des acteurs locaux comme des collectivités lors de la phase d'exploitation d'un projet d'énergie renouvelable. Et le but, que ce soit un petit peu inspirant pour que vous puissiez le répliquer à l'échelle de votre collectivité. Donc l'exploitation, pour rappeler rapidement, c'est la phase du projet où les installations d'énergie renouvelable elles sont prêtes à fonctionner, où elles commencent à produire et à vendre l'énergie produite. Et donc elles succèdent aux autres phases d'un projet d'énergie renouvelable, l'émergence, le développement et la construction, avec une durée qui est variable selon les filières, pouvant aller de 20 ans pour l'éolien à 25 à 30 ans pour le solaire. Et donc c'est en fait important de continuer à faire vivre son projet d'énergie renouvelable sur le temps long, durant l'ensemble de la phase d'exploitation, parce qu'on se rend bien compte que c'est une phase qui dure de 20 à 30 ans, donc c'est vraiment long, et donc il y a un enjeu à pouvoir conserver une dynamique locale autour du projet, qui permette de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation, et de s'assurer que ça soit bien accepté par le territoire durant l'ensemble de la durée de vie du projet. Donc ce guide, il va mettre en avant un ensemble de choses.
donc notamment des critères qui permettent de favoriser le développement de l'action citoyenne. On peut notamment penser à la mise en place de la gouvernance démocratique, la recherche de solutions et aussi la mise en place de partenariats avec différents partenaires. Et donc, Maxime, ouais, oui, tu juste m'entends bien ? une toute petite remarque de forme sur la slide précédente. Le lien que tu as mis, il pointe vers l'espace adhérent. Et donc, comme tu le sais, l'espace adhérent est fermé. Donc, j'ai mis le lien correct dans l'onglet conversation. Mais du coup, il faudra. Voilà. Et le Ok, super. lien. Ouais. Voilà. Désolé, ouais, Ok. ok. Ça marche, merci Julien. Et donc, comme je disais, donc, parmi les points un petit peu clés du guide, donc, on revient sur les critères qui permettent de favoriser le développement de l'action citoyenne. Et donc, parmi les partenariats qui sont possibles de mettre en place, on peut notamment penser à des partenariats avec des collectivités locales, entre collectifs citoyens et collectivités locales. Parce qu'en fait, donc, vous, en tant que collectivité, vous êtes un point d'appui possible pour les collectifs. Et vous pouvez apporter un soutien à différents niveaux selon le degré un petit peu d'implication et la posture que la collectivité souhaite prendre. Donc une collectivité, elle peut notamment agir en tant que facilitatrice, donc en recueillant et en mettant à disposition des données comme le cadastre solaire pour les projets solaires, en apportant un soutien matériel ou logistique à des collectifs citoyens, en prêtant des salles, en faisant des appuis à la communication. Donc ça permet d'être une posture où la collectivité peut être un relais du collectif citoyen. La collectivité elle peut aussi se positionner en tant qu'investisseur, donc ça veut dire que la collectivité elle investit directement dans la société locale, que ce soit au moment de l'investissement ou plus tard, pour avoir un rôle dans la gouvernance et dans le financement des projets. Et la collectivité elle peut aussi avoir un rôle de planificateur, ou par exemple en inscrivant un objectif d'intégrer les énergies citoyennes renouvelables dans les politiques de planification énergétique, ou en intégrant des mesures de soutien aux énergies renouvelables. Et parmi ces mesures de soutien, on peut notamment penser qu'il pourrait y avoir des appuis à des actions pédagogiques qui seraient entreprises par un collectif citoyen. Ce guide il permet aussi de revenir sur différents exemples d'actions de sensibilisation et d'information de la population locale autour de tous ces enjeux de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Donc ces actions de sensibilisation, elles peuvent se faire avec plein de moyens différents. Et donc par exemple, il peut y avoir l'installation de panneaux pédagogiques autour d'une centrale d'énergie renouvelable. Il peut y avoir des visites de sites pour aller expliquer aux gens comment ça fonctionne. Il peut aussi mettre en place des ateliers de sensibilisation, par exemple dans des écoles. On a le cas avec un collectif citoyen qui produit de la chaleur, Forest ENR, qui en fait a proposé une fresque du climat pour des élèves de primaire de CM1, CM2, et qui leur a aussi fait visiter son installation de réseau de chaleur. Et cette fresque, elle a été animée notamment par un adjoint de la mairie en charge de l'environnement, ce qui montre bien que le personnel des collectivités, les agents techniques peuvent s'impliquer dans ce genre d'action. Il peut aussi y avoir des actions mises en place sur les sujets de lutte contre la précarité énergétique et de sensibilisation à la sobriété énergétique. Donc c'est un moyen de montrer qu'en plus de développer les énergies renouvelables, il y a aussi des enjeux sociaux et à prendre en compte en fait en plus de la production d'énergie renouvelable. Et donc dans ce cas, on a l'exemple du parc de l'Irôme qui a en fait mis en place une convention avec le Centre communal d'action sociale d'Anjou en Génier. En fait, ces actions de sensibilisation et de formation, elles ont été menées et animées par le collectif citoyen Atouvent et financées donc grâce au Centre communal d'action sociale. Et en fait, concrètement, il y a eu des rencontres qui ont été organisées chez les habitants qui voulaient avoir des conseils personnalisés pour économiser de l'énergie. Et c'était donc plutôt à destination d'un public précaire. On a également des exemples d'actions de petite maintenance ou de supervision autour d'installations d'énergie renouvelable qui peuvent être menées. Et donc là, l'exemple que je donne, c'était un collectif citoyen en Île-de-France, qui sont les sociétaires de cette coopérative citoyenne Enercity, qui en fait, en 2022, il y a des dépôts de sable du Sahara qui sont arrivés sur leurs panneaux solaires à Paris. Et donc, ils se sont organisés ensemble et ils ont mis en place une opération pour nettoyer ces panneaux solaires pour qu'ils puissent continuer à produire. Et ça, c'est typiquement le genre d'action de maintenance qu'on pourrait aussi
imaginez qu'ils soient pris en charge par des agences de services techniques d'une collectivité. Et enfin, on a aussi des conseils pour garder cette dynamique de long terme que j'abordais auparavant, donc avec l'idée que ces actions puissent être mises en place sur le long terme et qu'elles continuent tout au long de la phase d'exploitation. Et donc pour cela, il y a aussi dans ce guide des exemples d'outils d'intelligence collective à utiliser ou des méthodes qui sont un peu décrites pour que les bénévoles puissent s'engager sur le long terme et monter en compétences. Et on avait par exemple un collectif, l'énergie des Fées, qui a travaillé en partenariat avec une autre association, les Petits Débrouillards, et ça leur a permis de former des bénévoles à l'animation scientifique, ce qui fait qu'ensuite ils ont pu mettre en place des animations pédagogiques qui ont été enrichies de contenus plus scientifiques pour expliquer un petit peu comment fonctionnaient les énergies renouvelables et comment une installation solaire pouvait fonctionner. Et donc voilà, ça c'est un peu en gros les 4 points clés qui sont mis en avant dans ce guide. Et ensuite, pour rentrer plus concrètement dans le sujet, je vais laisser la parole à Victor qui va lui vous présenter l'action qu'il met en place autour d'un parc éolien et grâce au sein du centre socioculturel intercommunal de Chlorophylle, ça s'appelle. Et donc je te laisse la parole, Victor. Ouais, merci. Bien, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Victor Elio, du coup je suis animateur dans un centre socioculturel intercommunal qui s'appelle Chlorophylle, qui est basé dans le Maine-et-Loire, en périphérie de Cholet, en milieu rural périurbain. Et du coup je suis là pour un peu témoigner, donner des exemples de ce qui peut être fait en lien avec les collectivités, et notamment par rapport au partenariat qu'on a avec le parc éolien citoyen de la Grande Levée, qui est un parc éolien citoyen qui est sur notre territoire. En fait, pour vous donner un peu la logique de nos actions, l'idée, nous, dans le centre socioculturel, c'est qu'on donne pas toutes les clés dès le début. L'idée, c'est de donner un temps de réflexion et de mettre en place un atelier coopératif avant de proposer une stratégie d'action et avant de proposer des actions qu'on va mener sur le territoire. Donc le partenariat est né en 2021, fin 2022, fin 2022, et donc le 15 novembre 2022, on a élaboré une stratégie d'action pour les années 2023-2024. Et on a fait la même chose là à la fin 2024 pour une stratégie d'action 2025-2027, donc sur les 3 prochaines années. Au sein de ces ateliers coopératifs, il y avait évidemment des membres du parc éolien citoyen de la Grande Levée qui étaient là. Il y avait aussi des membres du bureau de notre association centre socioculturel, Chlorophylle. Il y avait des habitants du territoire. Et dans les habitants du territoire, il y avait notamment des élus du territoire, des agents territoriaux et du coup des animateurs du centre socioculturel Chlorophylle. Donc l'idée, c'était de réfléchir ensemble à mettre en place des objectifs généraux pour ensuite essayer de un peu déconstruire ces objectifs pour voir quelles actions on mettait au sein de ces 3 objectifs-là. Du coup, il y a eu 3 objectifs mis en place sur les 2 premières années et qui ont été remis en place là de 2025 à 2027 avec juste une petite notification qu'on verra. Donc l'objectif numéro 1, c'est de favoriser la compréhension des enjeux énergétiques et environnementaux locaux. On vous verrez juste après les différentes actions qu'on met dedans. Objectif numéro 2, sensibiliser à la maîtrise de l'énergie et contribuer à la lutte contre la précarité énergétique. C'est là où il y a eu un petit changement. En fait, on a mis plus en avant là pour les 3 prochaines années le fait de contribuer à la lutte contre la précarité énergétique, mais toujours en sensibilisant à la maîtrise de l'énergie. Et enfin, en objectif 3, du coup, développer des actions de prévention écologique en faveur de la biodiversité sur le territoire. Du coup, ça, ce sont les 3 objectifs qu'on a mis en place avec les différentes personnes présentes lors des réunions qu'on a fait en fin d'année. Et donc, suite à ça, on a réfléchi du coup ensemble avec les personnes présentes sur des objectifs d'action et concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière ces objectifs qui peuvent paraître un peu trop généraux.
Et donc là, c'est concrètement qu'est-ce que vous voyez derrière ça, et nous, derrière, comment on va pouvoir travailler sur des animations à mettre en place, sur des intervenants à trouver, sur plein de choses. Donc du coup, donc là sur l'objectif 1, donc là je vous ai mis pour l'instant, c'est la slide de 2023-2024. Il avait été donc l'objectif 1, favoriser la compréhension des enjeux énergétiques et environnementaux locaux. Les personnes présentes ont choisi de travailler sur les énergies, le matériel et l'alimentation, en mettant en place notamment des conférences, des temps de rencontre, différents ateliers, voilà, des visites, etc. Et on leur demandait à chaque fois de prioriser un peu les actions qu'on devait mettre en place, nous, au sein du centre socioculturel. Sur l'objectif 2, c'était plus autour de l'amélioration de la mobilité, étant en territoire rural, comment on peut faire pour mettre en place de la mobilité douce ou des transports collectifs. Voilà, après sur des choses autour de la consommation énergétique, et puis toujours la sensibilisation auprès des écoles. Et l'objectif 3, c'était autour de recenser les actions qui sont mises en place sur tout le territoire. Donc nous, on appartient à une agglomération, je ne l'ai pas dit avant. Voilà, nous, on est un des 9 centres sociaux de l'agglo. Nous, on intervient sur un territoire de 13 000 habitants qui représente 7 communes, en gros. Donc l'idée, c'est aussi de sensibiliser, informer, mettre en place des actions. Et en fait, on a fait le même travail, du coup, pour les années 2025-2027. Autour de ces objectifs, on a essayé de préciser quelles actions on mettait en place derrière ces objectifs qui sont généraux. Donc on a gardé les mêmes objectifs généraux, mais on a changé un peu ce qu'on a mis dedans. On a rajouté des choses, on a consolidé certaines choses. Si vous voulez avoir plus de détails, on pourra aller voir ensemble à la fin sur le temps de questions, si vous en avez. Donc on a fait la même chose sur l'objectif 2 et la même chose du coup sur l'objectif 3. On pourra en discuter juste après si vous le souhaitez. Et en fait, à la suite de ça, nous, à la suite de cette réunion-là, on a récupéré les tableaux que vous avez vus précédemment, et nous, à Chlorophylle, on a essayé de se dire ensemble, ok, on a ces objectifs-là en main, les objectifs d'action, on nous a demandé de mettre des choses en place, qu'est-ce que concrètement on peut proposer comme animation? Et donc on a proposé un planning d'animation, d'action environnementale à mettre en place sur le territoire. Dont vous avez l'exemple ici, que ce soit des actions pour les jeunes au sein des collèges sur lesquels on intervient, mais également des actions tout public en fait. Ça va puisqu'on est un centre socioculturel qui intervient de la petite enfance, donc des 0-4 ans, jusqu'aux seniors, donc plus de 60, on essaye de mettre en place des animations qui puissent convenir à tout le monde. Donc ça c'était les actions 2023, ici vous avez les actions 2024. Et puis ensuite là on a le plan d'action pour les actions 2025, et en fait chaque année on revoit, on réinvite les personnes qui sont présentes à chaque fois pour leur faire un bilan de ce qui a été fait, mais également une présentation des perspectives sur qu'est-ce qu'on pourrait faire l'année prochaine. Et on fait ça chaque année. Donc je vais vous prendre concrètement on va faire un focus sur 3 actions qui ont déjà été mises en place et qui certaines sont pérennes. Pour la première, pour le coup, elle n'est pas pérenne, c'est un événement qu'on a mis en place sur 3 jours en été qui s'appelait Planète en Fête, qui a mobilisé quand même pas mal de personnes, environ 200 personnes en tout, même un peu plus. Donc là, l'idée de cette action-là, c'était de proposer 3 jours d'animation sur le thème de l'environnement, avec des ateliers sur la biodiversité, des ateliers animés par le CPIE, et une ambiance un peu guinguette à la fin, en sensibilisant au recyclage, etc.
Donc là, je vous ai remis un peu les tableaux pour vous préciser à quel objectif répondait cette action-là. Donc là, c'était vraiment 3 jours en plein été, un peu festif. Et concrètement, en actions qui sont pérennes, là on est rentré dans la 2e année d'Objectifs pour ma planète. Objectif pour ma planète, c'est quoi? L'idée c'est d'avoir des personnes qui ont envie d'être sensibilisées à l'environnement très largement, en proposant des temps de rencontre, des ateliers, des conférences, des ciné-débats autour de ces questions-là. Et on a un programme d'action pour Objectif pour ma planète qui dure de octobre à juin avec une date par mois sur lesquelles on rencontre les familles et on échange sur les sujets qui ont été vus déjà en amont. Puisque, comme je le disais au tout début, on ne construit jamais tout seul. En amont, on rencontre un groupe d'habitants qui nous disent on aimerait bien travailler sur ça. Et nous, on essaye de créer un planning qui correspond aux demandes. Donc, Objectif pour ma planète, c'est quelque chose qui marche bien. Et notamment, on est en lien avec la collectivité, l'agglomération, le service des déchets, pour organiser des visites, des rencontres, des échanges avec les services, puisque nous on n'est pas des professionnels de tout ça, donc on a besoin d'avoir quand même, là notamment c'était le service de déchets récemment là qui est venu nous faire une petite intervention. Et enfin, grâce à ce partenariat avec le parc éolien citoyen, on a pu mettre en place une action qui est toujours d'actualité, qui s'appelle le Repair Café. L'idée c'est, on a mobilisé un groupe de bénévoles qui vient avec des connaissances techniques, qui vient un samedi par mois. Et c'est ouvert le matin et les personnes qui ont un appareil qui dysfonctionne, un grille-pain, un micro-ondes ou autre, peuvent venir et les bénévoles essayent de le réparer. Donc, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais voilà, c'est une participation qui est libre. Et grâce à ce partenariat-là, on a pu acheter le matériel nécessaire. On a été en lien avec une des 7 communes pour qu'ils nous laissent à disposition un local pour stocker tout notre matériel, mais également pour justement ouvrir ce Repair Café là un samedi par mois. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi et dont on est fier à Chlorophylle d'avoir mis en place tout ça. Évidemment, il y a bien d'autres actions. Là j'ai appuyé un peu sur les actions qui sont pérennes et qui fonctionnent bien. Les autres fonctionnent bien aussi. On a un troc de graines, on a un troc de plants. Voilà, on forme des délégués. On a quand même pas mal d'actions, beaucoup d'actions qui sont nées grâce à ce partenariat-là. Nous, on est des professionnels de l'animation, on n'était pas des professionnels de l'environnement, mais du coup, grâce à ce partenariat, on a pu faire beaucoup plus de choses qu'on ne le faisait avant, et notamment avoir des intervenants de qualité sur certaines actions sur lesquelles on n'est pas pro. Concernant les aspects financiers, le partenariat qu'on a avec le parc éolien citoyen, ça représente environ, c'est variable, hein, mais environ 10 000 € par an. De ces 10 000 € par an, ça compte évidemment le coût des animateurs de Chlorophylle, que ce soit la préparation, la mise en place, l'évaluation des actions, etc. Donc vraiment notre temps de travail, nous, à Chloro. Le coût des intervenants extérieurs et le coût des matériels. Et ça nous a permis du coup d'investir dans du matériel, notamment pour le Repair Café ou pour d'autres choses, et qui nous permet de pérenniser des actions, de créer du partenariat. Grâce à ça, on a le partenariat avec Énergie Partagée, on a le partenariat avec Enercop, on a un partenariat avec pas mal de structures en fait qui interviennent autour de l'environnement grâce à tout ça. Et je pense qu'on a fait le tour. Enfin de mon côté, moi j'ai terminé. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses à ajouter. Eh ben,
Euh, Merci beaucoup déjà. C'est ça que moi que je voudrais commencer par dire. Merci beaucoup pour ce travail. Merci beaucoup aussi de montrer que concrètement, ce que je disais en introduction, on ne produit pas que des électrons, c'est déjà pas mal, hein, de produire des électrons propres, mais qu'on produit beaucoup plus et que de choses, du lien social, voilà, de la sensibilisation, de la lutte contre la précarité énergétique, de tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça très chouette, voire même émouvant, de voir qu'on pouvait faire tout ça avec un projet d'ENR. Et voilà, je laisse maintenant nos participants. Alors, on n'est pas bien nombreux, hein, donc je laisse nos participants réagir. Euh, Moi, j'ai pas vraiment de questions. J'ai envie de dire chouette, bravo, génial. Voilà. Si d'autres, comme moi, ont envie juste de lire ça, j'ai envie de dire c'est déjà pas mal, hein. C'est ça. Vanessa? Eh ben, on a une question de Corinne et Morgane. Quelle est la part des moyens humains et intervenants extérieurs dans votre budget? Voilà, donc parmi ces 10 000 euros par an, voilà, quelle part ça représente effectivement? Alors ça, je j'ai pas du tout la réponse, qu'on a une comptable au CSI Chlorophylle et c'est elle qui aurait la réponse. Je vais pouvoir me renseigner, mais là tout de suite, pour vous donner la part exacte entre les moyens humains et les intervenants extérieurs dans le budget de 10 000 euros, je sais pas du tout. Pour le coup, j'ai pas forcément de visibilité moi sur ça. Puisque moi je suis plus dans l'animation, même si je rends compte effectivement du temps de travail. Évidemment, le temps de travail a une grosse part, j'imagine, dans tout ça. Je pense qu'on essaye de faire nous-mêmes quand on peut. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de préparation et beaucoup d'évaluation, parce qu'on évalue tout ce qu'on fait. Mais on a quand même des intervenants qui font partie de tout ça, donc du coup il y a une part aussi là-dessus, mais je peux pas vous dire exactement, je suis désolé. D'accord, Ok. pas de Moi, souci. Victor, du coup, là, il me vient une question quand même. Euh, qui a été à l'initiative de la rencontre entre, d'un côté, le projet citoyen, enfin les éoliennes de la Grande, c'est la Grande Levée, hein, vous, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la Grande Levée. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez été voir la Grande Levée ou c'est la Grande Levée qui est venue vous voir? Comment concrètement la rencontre s'est faite? Alors, en fait, c'est le parc éolien de la Grande Levée en fait, donc dans leur financement, donc dans leur fonctionnement à eux, ils fonctionnent avec Enercop, qui est leur fournisseur d'électricité coopératif. Et Enercop, en gros, il y a j'ai plus les détails exacts, mais du mégawatt, il y a une partie de l'argent récolté du mégawatt qui doit être redonné, en fait, grossièrement, pour mettre en place des actions sur le territoire. Et Absolument. Ça, c'est une bonification que donne Enercop, donc un fournisseur d'électricité coopératif, dans le mécanisme d'achat il bonifie les projets de territoire, les projets citoyens, en leur accordant en fait 1 euro, voire ça peut même monter jusqu'à 2 euros du mégawattheure pour financer effectivement ces projets-là. Et donc c'est c'est eux ça. qui ont fait la mise en relation. Et donc, le parc éolien de la Grande Levée se sont dit, bah nous ne sommes pas des professionnels en fait de l'animation pour mettre en place sur le territoire, et ils ont pensé au CSI Chlorophylle, donc centre socioculturel, qui nous, pour le coup, on est professionnels de l'animation, et ils se sont dit, bah on va voir avec eux dans quelle mesure c'est possible, et donc on les a rencontrés, on a échangé. On a validé ça, nous, de notre côté au CA. Et à la suite de ça, c'est créé le partenariat qui fonctionne super bien aujourd'hui. Génial. Mais Michel Janssen aussi, il trouve ça génial, hein. Il le dit dans les commentaires. Ouais, je vois. Ouais. Merci, ouais, merci Michel. Et là, on a une question qui est, à mon avis, plus pour Maxime. Du coup, est-ce qu'il y a une répartition des rôles entre Chlorophylle et le réseau d'animation locale d'énergie partagée? Alors du coup,
Maxime, tu n'es peut-être pas au courant parce que c'est pas ton réseau régional, mais est-ce que tu es au courant quand même un peu de comment ça se trame, tout ça? Alors ça, j'avoue que comme c'est pas je travaille pas sur cette région-là, je saurais pas dire D'accord, ouais, exactement. donc Je sais pas si Victor, ouais, le réseau tu es régional, en je lien pense que parfois c'est Récy. avec eux, ou je n'avais pas forcément Peut-être plus ça de lien vaudra que le ça coup de avec poser Machin. quand même la question à Récy, hein, ouais, ça doit être Récy. Du coup, ça vaudrait le coup de poser la question à Récy, mais je pense Ouais, que c'est ça ça. dépasse leur... enfin, Récy sont là surtout dans les phases dans les phases précédentes, en fait, hein, au moment de l'exploitation, moi, mais à part aider à l'inauguration, qui est le premier événement qui permet de rentrer, enfin, qui permet à un projet d'entrer dans la phase d'exploitation. Finalement, après, ils s'effacent, hein, ils ont d'autres choses à faire, c'est pas leur cœur de métier. Et donc, oui, tu nous confirmes, Victor, que ça se passe essentiellement entre les porteurs de projets Ouais. et vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Essentiellement, en fait, on est beaucoup plus en lien, nous, du coup, avec les membres du parc éolien, à qui on rend des comptes finalement, puisque on est en partenariat avec eux, donc on se doit de leur fournir. Déjà, on se doit de travailler à hauteur de ce qu'ils nous demandent, et on se doit de leur partager des comptes rendus de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que chaque année, en fin d'année ou en début d'année suivante, là, on va les rencontrer d'ailleurs le 31 janvier pour leur fournir des documents, leur faire un petit état des lieux de ce qu'on a fait sur l'année précédente, en leur mettant, on leur donne à chaque fois un petit livret où on leur met toutes les actions, combien de personnes il y a eu, comment on a travaillé là-dessus, enfin voilà, on leur décrit vraiment toutes nos actions. Donc c'est vraiment Oui, notre... finalement, ça devient un bailleur un peu comme un autre. C'est-à-dire pour vous, c'est une source de financement et comme tous les bailleurs, vous devez, bah, tous les bailleurs qui vous financent, finalement, vous leur devez ce compte rendu. Et finalement, vous agissez avec eux comme n'importe quelle autre Ouais, évidemment. entité Ouais. qui vous financerait, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, on envoie. Et là, en plus de ça, on rencontre, puisque nous, on est vraiment plus dans le présentiel, donc du coup, on les rencontre à chaque fois pour réfléchir à la suite, pour faire un bilan de ce qu'on a été fait, ce qu'on a fait l'année d'avant. Mais on les rencontre à chaque fois pour échanger. C'est le maître mot en fait de notre partenariat, quoi. Mm. Et je voulais ajouter, justement, Victor, tu sais, pour la réponse à la question de Corinne et Morgane sur la part du budget, la part humaine et des intervenants, on peut tout à fait se dire que lorsque le compte-rendu de ce webinaire sera mis à disposition sur la e-communauté, eh bien, on vous invite, Victor, et puis notamment voilà, Victor et Maxime, revenir sur ce compte rendu et pouvoir apporter les quelques réponses peut-être qu'on n'a pas pu donner aujourd'hui. C'est vrai que les adhérents vont revenir sur ce compte rendu, le relire et puis voir le complément d'information, donc n'hésitez pas à le faire. Et moi j'avais une petite question, si je le peux. Sur la partie la mobilisation des bénévoles, je voulais savoir s'il y avait eu des freins, des difficultés, si au contraire, Victor, tu avais quelques astuces à nous partager sur ce point-là, justement pour continuer effectivement cet engouement, cet engagement dans la démarche. Alors la mobilisation des bénévoles, c'est toujours un sujet, notamment quand on travaille en association. Donc nous, ça n'a pas été une difficulté tant que ça, sachant que le sujet les sujets de l'environnement globalement intéresse. Et de plus en plus au centre des sujets de société aujourd'hui. Et donc quand on a proposé, d'ouvrir un Repair Café, notamment, je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure, tout de suite on a eu plein de bénévoles qui nous ont dit bah ouais, moi j'ai du temps à donner, j'ai des connaissances en électricité, en informatique, en menuiserie. Et du coup, ça n'a pas été une difficulté tant que ça pour mobiliser des bénévoles autour de ça. Nous, on a quand même pas mal de bénévoles, excusez-moi, on a quand même pas mal de bénévoles à Chloro, je pourrais plus vous dire le chiffre exact,
Mais du coup, la mobilisation des bénévoles n'a pas été tant une difficulté que ça, et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Mais c'est toujours un sujet. Petite question pour Maxime. Super exemple que tu nous trouves avec Victor, vraiment très inspirant. Merci d'avoir trouvé Victor, Maxime. Est-ce que tu as comme ça dans les valises de tes rencontres pour rédiger ce rapport, rencontré d'autres types d'expériences où finalement un peu, on est un peu tout le temps calqué un peu sur ce modèle-là que des gros projets peuvent apporter comme ça une petite manne financière et développer avec des professionnels de l'animation des choses sur le territoire. Est-ce que c'est toujours un peu ce même schéma de partenariat qui se noue, ou est-ce que tu as d'autres exemples où il y aurait quelque chose de complètement différent qui se fait? Ouais, bah moi je dirais que ça dépend juste, comme tu le disais bien, du type de projet. Donc c'est vrai que sur les projets éoliens qui sont un peu plus gros et qui permettent de dégager un peu plus de revenus, ça permet ensuite de financer des actions et de mettre en place des partenariats comme celui qu'il y a là avec Chlorophylle. Mais on a aussi des actions qui peuvent être mises en place autour de projets plus petits, par exemple de projets solaires qui sont quand même la majorité des projets d'énergie citoyenne dans le réseau énergie partagée pour l'instant en tout cas. Et donc là, ça peut être des actions qui sont mises en place soit directement par le collectif d'énergie renouvelable qui a déjà participé à la mise en place du projet et à toute l'élaboration du projet. Il peut tout à fait continuer à être actif en fait lors de la phase d'exploitation et animer des actions de sensibilisation. Et donc là, ça, on a des exemples. Par exemple, où il y a aussi même des collectifs citoyens qui réussissent à salarier une ou deux personnes pour pouvoir prendre en charge justement ces questions-là d'animation et de mise en place d'actions de sensibilisation, d'actions pédagogiques. Forest ENR, par exemple, ils ont engagé une salariée à plein temps maintenant sur ce sujet-là pour mener des actions de sensibilisation sur la transition énergétique. Donc là, c'est carrément internalisé au projet. J'avais un autre exemple en tête qui est un exemple éolien historique pour nous à Bégane, le projet Bégawatt, où je crois que de la même façon, ils ont embauché un animateur sur le sujet de la maîtrise des consommations d'énergie qui sillonne donc le territoire, embauché par la société de projet elle-même qui a porté les éoliennes et qui donc du coup internalise cette fonction d'animation. Alors là, il y a une question, je suis super content qu'elle arrive parce que ça veut dire qu'elles ont résolu leur problème de son qu'elles avaient au début, de Corinne et Morgane. Donc, quels sont les retours des citoyens en termes de participation quantitatif et qualitatif? Nous voulons bien également dans le CR le nombre de bénévoles. C'est précis. Victor, en fait, elle voudrait ce que tu donnes au parc de la Grande Levée. En gros, elle voudrait une copie, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de souci si on peut montrer au plus grand nombre ce qu'on met en place et si ça peut donner des idées avec grand plaisir. Ok, donc tu pourras. Là pour répondre comme ça oralement, je pourrais pas vous dire parce que je peux vous dire sur certaines animations, mais je peux pas vous dire la totalité puisque j'ai pas forcément le regard là-dessus. Et puis comme je disais, on les rencontre le 31 janvier. Et du coup, on les rencontre le 31 janvier. Et du coup, je vais travailler sur cette rencontre-là. La semaine prochaine ou cette semaine, fin de semaine. Donc j'ai pas encore tous les chiffres à vous donner là actuellement. Ok Victor, on précise qu'on ne voit plus trop à l'écran, mais c'est pour ça que j'arrivais plus à parler parce que ma caméra elle se coupe et j'ai des bruits dans tous les sens là. Ok, mais donc on précise que ce n'est pas une action de maîtrise de la consommation d'énergie. Non, pas éteint la lumière. Je n'ai pas éteint la lumière. Voilà, ouais. Ok. Et du coup, là, on a une remarque aussi de Michel Janssen, qui nous dit que plusieurs projets éoliens permettent de faire cette animation territoriale. Dans le 35, bien sûr, il y a tout ce qui est EPV, énergie en pays de Vilaine, énergie des fées,
et des sociétés citoyennes tournées vers le PV. Ouais. Il y en a tout vent aussi. Enfin, oui, il y en a, C'est il y vrai en a que pas c'est mal. un terreau dans ce fertile. coin-là. Ouais, il y a beaucoup de... alors du coup, Corinne et Morgane reviennent Ah pour oui. préciser leurs questions. La question portait sur l'implication des citoyens aux ateliers, qui sont très intéressants. Est-ce que tu as une idée à peu près tous ces ateliers, ils sont fréquentés par environ combien de personnes, quoi? Alors les Et il y a un moment dans ateliers. ta slide, je voyais, il y avait 9 familles concernées par... Ah oui, je reviens. Ouais, Ouais, là, où, par exemple, 14 bénévoles sur le Repair Café. Mais ça, ouais, ouais, 9 familles, 9 9 joyaux. familles en Ouais. 2023-2024. Alors, sur la question, elle porte plus sur l'implication des citoyens, à savoir dans l'implication dans la préparation de ces ateliers, ou plutôt l'implication au sein des ateliers. Est-ce que c'est pas trop pareil? Parce que comme je disais, avant de mettre en place n'importe quelle action, on Au rencontre sein des ateliers, elle précise. là au sein des ateliers. Ouais. Ça dépend. Ça dépend lesquels, mais si je pourrais vous envoyer le document. Là, j'ai un exemple devant moi, donc je regarde si on a une totalité, mais je pense pas, parce on décrit vraiment par atelier. Je vous mettrai, le, je vous mettrai le document qu'on va présenter aux membres du parc éolien. Comme ça, vous aurez une visibilité dessus. Mais en fait, ça dépend des animations. Comme Planète en Fête, ça a mobilisé 200 personnes puisqu'on a organisé une guinguette, donc ça mobilise du monde. Objectif pour ma planète, on est en moyenne une quinzaine de personnes par date, donc par mois. Là, on organise un ciné-débat dans la petite salle qu'on a à disposition. Il y a 150 places, on espère la remplir. Là, c'est des petites brides, mais en tout, ça a mobilisé énormément de monde. Énormément de monde. Ok, c'est Et chouette hein, d'entendre ça. ouais, Très chouette. c'est sûr. Et ça me donne envie de vous poser la question, est-ce qu'à l'issue comme ça de certaines actions, il y a aussi des propositions qui ont été faites par les citoyens eux-mêmes, parce qu'ils avaient des envies, justement pour de prochaines actions, et est-ce qu'ils vous ont partagé ces envies-là potentiellement ou pas? Ouais, évidemment. En fait, nous, sur chacune de nos actions, on essaye d'avoir une écoute plutôt active de ce qui se passe, de ce qui se dit, des échanges qu'il y a entre les participants. Et on essaye de rebondir en disant, ah bah tu parlais la dernière fois de mettre en place, je sais pas, quelque chose de collectif. Bah écoute, on peut se rencontrer, on peut mettre les choses en place. Des fois, on provoque ces moments-là. Notamment là, la dernière la dernière date d'objectif qu'on a faite, d'objectif pour ma planète qu'on a faite au mois de janvier. Là, c'était nous qui animions et la question c'était comment faire du collectif sur nos communes, jardin partagé, location de broyeurs en commun, etc. Donc là, on a provoqué ce moment-là, c'est-à-dire que on a invité les gens à venir discuter autour de ce thème-là et on n'a pas de solution. Hein, à proprement dite, mais ça permet de démarrer une discussion en disant bah nous on aimerait bien ça, 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 et donc nous ensuite on récupère, on envoie le bilan aux personnes concernées et après on voit ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut le faire, comment on peut aller voir les collectivités, les élus, etc. pour mettre en place des choses sur les communes. Donc là, c'est un moment qui est vraiment provoqué de notre part, mais à d'autres moments, c'est à la fin d'un atelier, on discute, on échange, on entend quelque chose sur un sujet n'importe lequel, et on dit bon bah on va essayer de travailler là-dessus. Donc oui, effectivement, on a des demandes des citoyens et des habitants qui participent à nos ateliers. Ouais. Ouais, super. Comme ça vous permet d'enrichir la programmation et Bien sûr. c'est toujours intéressant. J'ai l'impression qu'on arrive peut-être à la fin des questions de nos participants. Si c'est pas le cas, en tout cas, allez-y. Mais Il y avait une dernière remarque de Michel Janssen qui mérite peut-être pardon, je l'ai pas vu. Ah oui, tout à fait. Ouais. Du coup, je te laisse
Dans notre coopérative dédiée au photovoltaïque, dit Michel, nous avons développé des ateliers d'autoconstruction de kits PV en plug and play pour les particuliers. Ah, c'est très intéressant, puisque c'est vrai que ça, c'est un sujet qui se développe. C'est un formidable outil de pédagogie qui permet une montée en compétence des citoyens dans le domaine des ENR. De plus, cela nous permet de dégager un peu de bénéfices et de payer du temps de salariés. Nous avons vendu près de 1000 kits en un peu plus de 2 ans. Bravo Michel, merci pour ce partage. Parce que c'est vrai que là, c'est également une proposition gagnant-gagnant. Donc, et effectivement, ça, c'est un sujet qui prend aussi de l'ampleur et qui peut permettre d'impliquer de plus en plus les citoyens et particuliers. Merci pour ce partage. Ouais, et puis de manière générale, j'ajoute que dans le guide, là, je suis pas revenu sur tous les exemples pour laisser de la place aussi, surtout au témoignage de Victor, que je trouvais intéressant. Mais il y a plein d'exemples dans le guide, donc je vous invite à le consulter, parce qu'il y a plein d'exemples d'actions différentes, notamment sur ce genre de construction, d'ateliers de construction. Il y a un exemple avec l'association énergétique 66 dans les Pyrénées, qui avait aussi cette approche d'éducation par la sensibilisation à l'énergie en construisant des voitures télécommandées qui fonctionnent avec des petits panneaux solaires. Donc ça permettait d'expliquer aux enfants et aux plus jeunes un petit peu comment ça marchait l'énergie solaire de manière ludique. Super, excellent. Sur un territoire en plus, une petite commune, tu disais. On est sur 7 communes différentes, ça représente environ 13 000 habitants. Ok. Quasiment un habitant sur 13, presque. Ouais, ça peut être ça. Super. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout de ce premier webinaire de la saison. Un webinaire finalement très encourageant et très... moi, j'aime bien commencer l'année comme ça. Surtout après que des vendeurs de voitures électriques lèvent le bras en mode violent, on va dire. Nous, on est dans la douceur, dans la construction de belles choses, et c'est chouette de commencer l'année comme ça. Je vous remercie vraiment tous les deux, Maxime, Victor. Je remercie aussi beaucoup Vanessa, bien entendu. Et Farad qui est là aussi pour l'organisation logistique de tous ces webinaires, et bien sûr Emmanuel Poncet, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Merci à vous les participants et les participantes. On se retrouve très bientôt là pour un autre webinaire. Vanessa, est-ce que tu as 2-3 petits mots à dire sur ce prochain webinaire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc le prochain webinaire, c'est le jeudi 13 mars. De 11h30 à 12h30, comme aujourd'hui. Et effectivement, on replonge dans une thématique, vous savez, qui nous est chère, qu'on a abordée aussi fin 2024. C'est celle de la lutte. On en a parlé un petit peu contre la précarité énergétique. Et on va s'attacher effectivement à un projet qui a eu lieu à la communauté de communes Cœur de Savoie, qui s'appelle Sun 4 Hall. Je vais vous mettre dans l'onglet conversation justement un petit lien si ça vous donne envie d'aller voir avant ce webinaire. Et c'est un projet européen en fait innovant qui a vraiment pour objectif de faire bénéficier de l'énergie solaire aux ménages en précarité énergétique. Et on va voir comment effectivement ça s'est mis en place avec cette communauté de communes. Et c'est une action effectivement totalement inédite. Voilà, donc ça c'est le 13 mars prochain. Et après, sachez que nous vous concoctons un petit cycle autour de la chaleur renouvelable, puisque c'est un sujet qui a retenu aussi votre attention, pour lequel vous avez voté sur la e-communauté. Donc on est en train d'élaborer tout ça. Et si vous avez des envies particulières sur cette thématique-là, des manières de l'aborder, ou en tous les cas des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous en faire part aussi en nous envoyant des messages à Julien ou à moi-même sur la e-communauté, et nous accorderons une vigilance toute particulière à vos souhaits.
Merci beaucoup en tous les cas pour ce webinaire. Merci à Victor et Maxime aussi pour de nous avoir partagé encore une fois des beaux projets. Et puis très bonne fin de journée à vous. Au revoir tout le monde.